En 2022, pour ma première année en tant que freelance, j'ai généré l'équivalent de 4 400 € par mois, ce qui représente 53 000 € de chiffre d'affaires. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer le process que j'ai suivi et toutes les étapes que j'ai mises en place pour me permettre d'arriver à 4 400 € par mois. Pour certaines personnes, c'est énorme, pour certaines personnes, c'est très peu. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se comparer, l'idée, c'est de vous montrer comment moi j'ai fait pour que vous puissiez vous aussi reproduire ces mêmes étapes et du coup ce parcours pour arriver à ce chiffre si c'est quelque chose qui vous fait envie. Alors la première chose à faire déjà, c'est d'avoir un positionnement qui est clair et évident. Un positionnement clair et évident, pourquoi? Parce que votre cible doit comprendre que vous pouvez l'aider. Votre cible doit comprendre que par rapport à vos expériences passées, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous pouvez apporter de plus qu'un autre freelance. Et donc du coup, c'est important de se positionner de cette manière. Moi, pour vous donner un exemple, quand je me suis lancé en freelance en 2021, donc pour ma première année qui n'était pas complète, j'étais copywriter, enfin freelance copywriter spécialisé dans le BTP. Pourquoi le BTP? Parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce secteur et je me suis dit ça peut être intéressant de se positionner sur ce segment de marché parce que j'ai des compétences à faire valoir, je connais les frustrations, je connais l'environnement, on va dire, du BTP, donc je pouvais apporter des compétences marketing à ce secteur-là. Et donc ma cible était très réceptive au fait que je connaissais très bien le marché, je connaissais voilà, les frustrations, les envies, les douleurs, enfin bref. Du coup, avoir un positionnement clair et évident, je pense que c'est vraiment la première étape pour construire une carrière de freelance qui est rentable et qui peut générer du cash. Deuxième chose à faire, une fois que le positionnement est trouvé, donc encore une fois pour rebondir aussi là-dessus, vous ne savez pas exactement comment vous positionner, peut-être que vous pourrez réfléchir à qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie passée, que ce soit des études, que ce soit des métiers ou des métiers que vous avez exercés ou pourquoi pas aussi des choses que vous appréciez. Je dis une bêtise, vous appréciez l'immobilier, vous appréciez le sport, je sais pas, des choses en fait qui vous donnent un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents freelance. C'est-à-dire voilà, pourquoi en fait, enfin juste se poser la question, pourquoi mon client ou mon futur client devrait me choisir moi en tant que freelance plutôt qu'un autre freelance. Quelle est la différence, quelle est la vraie différence entre nous deux? Lui, peut-être qu'il a des expériences dans un autre secteur, ben moi justement j'ai des expériences dans ton secteur, monsieur le prospect, donc je comprends exactement le marché et je suis plus à même finalement de t'apporter des résultats. Donc vraiment se positionner de manière claire et évidente, pour moi c'est vraiment la première chose à faire et c'est la première chose que j'ai faite. Deuxième chose à faire, donc toujours dans ce petit parcours, c'est de trouver le goulot d'étranglement du business de mes cibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et donc du coup c'est égal au problème. Dans chaque business, on a un goulot d'étranglement, c'est-à-dire un endroit où ça ne passe pas aussi bien que ça le pourrait. C'est-à-dire, je dis une bêtise, dans un tunnel de vente, au niveau de la séquence email, on se rend compte que les emails ne sont pas hyper pertinents, on se rend compte qu'ils ne sont pas hyper bien écrits, on se rend compte qu'il y a un petit souci. Donc là, c'est peut-être là que le goulot d'étranglement de notre cible arrive. C'est-à-dire que s'il avait des emails beaucoup mieux écrits, beaucoup mieux faits, beaucoup mieux automatisés, je ne sais pas, il pourrait faire plus de ventes. Notre cible pourrait faire plus de ventes. Donc là, c'est vraiment le goulot d'étranglement de son business. Je dis une autre bêtise, la cible, en tous les cas, a un souci, je ne sais pas, d'acquisition. On se rend compte qu'elle dépense énormément d'argent en publicité, mais qu'en fait, ces publicités ne sont pas super bien faites en termes de design, en termes de graphisme. Bah, là, peut-être que si on répare un petit peu ce goulot d'étranglement, on enlève un petit peu les choses qui font que ça coince, derrière, il pourra avoir plus de résultats. Donc la chose à faire, c'est de trouver dans le business de nos cibles où est-ce que ça coince, où est-ce qu'il y a un problème, où est-ce que moi je peux arriver avec mes compétences et lui apporter une solution pour faire en sorte que, encore une fois, ce goulot d'étranglement ne soit plus présent et qu'en fait, j'aime bien prendre la petite métaphore ou l'analogie de il y a des cheveux en fait dans un évier. Ça se bouge parce qu'il y a énormément de cheveux, donc en fait l'eau stagne. Et une fois qu'on enlève la touffe de cheveux, et ben là ça commence à couler, ça coule beaucoup plus vite. Et derrière forcément, il y a un débit d'eau qui est beaucoup plus important, donc finalement on peut faire le rapprochement au business de notre client qui pourrait avoir plus de cash, pourrait avoir plus de visibilité, peu importe son business. Mais l'idée c'est ça, c'est vraiment de retirer ce goulot d'étranglement et d'y apporter une solution concrète grâce à nos compétences. Donc ça c'est la deuxième chose à faire. Donc finalement ça en revient à trouver un problème. Une fois qu'on trouve un problème, comment on y répond? Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Donc c'est déjà d'apprendre à créer des offres qui soient irrésistibles et sur mesure pour notre cible, parce qu'il faut lui montrer qu'on peut l'aider, ça c'est la première chose, à un endroit précis de son business, donc ça c'est le goulot d'étranglement, et ensuite lui faire une offre qui soit irrésistible, mais qui soit aussi sur mesure pour lui. C'est-à-dire que je vois beaucoup de freelances qui disent « Ouais, mon offre, c'est ça. Ok, c'est très bien, mais est-ce que ton offre, tu arrives à l'adapter
en fonction de ta cible. Parce que ta cible A et ta cible B, peut-être qu'elles sont plus ou moins similaires, mais elles ont sûrement des problèmes et des goulots d'étranglement très différents. Donc ce qui est important, c'est aussi d'adapter son offre en fonction de notre cible, de notre client. C'est-à-dire qu'on n'est pas des agences, on est des freelances, on peut bien sûr packager certaines offres qui soient plus ou moins standards, mais il faut aussi la rendre un peu sur mesure pour que la personne te dise putain, j'ai une offre qui est sur mesure pour moi par rapport à mon problème. En plus, la personne a déjà trouvé exactement où est-ce que ça allait pas dans mon business. Cette personne est positionnée exactement sur mon secteur. C'est super intéressant. Bah, franchement, j'ai envie de travailler avec lui. Pourquoi? Parce qu'en plus, il m'a créé une offre qui est vraiment irrésistible. C'est-à-dire, sûrement qu'il y a des garanties, sûrement qu'il me montre qu'il peut m'aider de cette manière ou de cette manière. Peut-être qu'il a une méthode de travail qui me correspond. Je suis hyper aligné avec ça. Donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de créer une offre irrésistible et sur mesure pour cette personne. Je vous donne un exemple. Moi, quand je me suis lancé, mes offres, en gros, c'était du copywriting pour les SaaS, donc les entreprises qui créent des logiciels dans le BTP. Et donc, en fait, mes différentes offres, c'était de l'écriture pour ces personnes-là, mais je m'adaptais en fait en fonction du problème de mon prospect. C'est-à-dire que de nombreux de mes clients, c'était la rédaction de séquences email. Les séquences email qu'ils écrivaient, c'était pas super. On a optimisé ça pour faire en sorte que plus de monde s'inscrive à leur logiciel, en gros. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû adapter mes offres et à leur faire une offre irrésistible de telle sorte qu'ils veuillent travailler avec moi, en fait. Et c'est ça qui est important, de se dire comment moi je peux lui créer une offre adaptée et sur mesure pour qu'ils disent ok, c'est avec lui que je veux travailler. Autre exemple, j'ai aidé aussi les CEO donc de SaaS. Donc les CEO, c'est les directeurs, on va dire, d'entreprises de logiciels, à communiquer sur LinkedIn. Et bien justement, j'adaptais mes offres en fonction de leurs problèmes. C'est-à-dire que certains, c'était juste les aider sur la partie éditoriale. Certains, c'était de délayer l'entièreté de la stratégie LinkedIn. Donc encore une fois, je m'adaptais à leurs problèmes et je créais des offres irrésistibles sur mesure en fonction de leur business. Donc ça, c'est hyper important d'apprendre à créer des offres irrésistibles parce que si votre offre n'est pas irrésistible, ça va être très très compliqué d'arriver à vendre vos services. Parce qu'encore une fois, si votre offre n'est pas forcément très sexy, si je puis dire, derrière, c'est assez compliqué de pouvoir de se vendre et avoir une carrière de freelance qui est très rentable. Donc ça, c'est la troisième chose. Ensuite, la quatrième chose que j'ai faite, c'est de déclencher des conversations avec mes cibles. Pourquoi je dis déclencher des conversations? Parce que j'aime pas le mot prospecter, je trouve qu'il a une connotation assez négative et j'aime bien le fait de déclencher des conversations. Pour moi, c'est aussi ça le marketing, c'est juste de déclencher des conversations, poser des questions et petit à petit, on apprend à connaître notre cible et on lui fait comprendre qu'on peut l'aider. Donc vraiment de déclencher des conversations. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ah, aujourd'hui je vais envoyer 250 emails par jour à mes potentielles cibles, non, là j'irai d'une manière beaucoup plus humaine et j'envoyais un petit message par exemple sur LinkedIn en disant voilà, je suis passé sur votre site internet, c'est hyper intéressant, j'ai vu que vous avez créé ça, ça et ça et ça, il y a un énorme besoin, ça c'était la template que j'utilisais, et je disais surtout pour moi qui suis à la croisée entre le marketing, le BTP et la vente. Je serais hyper curieux de discuter avec vous pour savoir comment vous avez créé un tel projet. Donc là, je flattais un petit peu leur ego. Et derrière, je pourrais peut-être vous proposer des idées d'optimisation que je me suis noté. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on en discute 10 minutes la semaine prochaine? Juste ça, il y a certaines personnes qui me répondaient parce qu'ils disaient putain, le mec, il s'est intéressé à mon business. En plus, il a l'air un peu de me flatter, ça me fait plaisir. Je peux peut-être aussi parler de mon outil, ça me fait plaisir. Et derrière, en plus, il a peut-être des idées d'optimisation que moi, j'ai pas. Parce que comme j'ai la tête dans le guidon, peut-être que ce freelance, il peut m'apporter des solutions que je n'avais pas forcément envisagées. Donc derrière, le fait de discuter avec ces personnes, je faisais des appels visio, je faisais des appels au téléphone, enfin, j'essayais vraiment de déclencher des conversations pour que derrière, les personnes se disent « Ok, bah, c'est intéressant ce que tu me proposes, parce que ce que moi je propose c'est ça, maintenant parle-moi un petit peu de toi, qu'est-ce que toi tu fais ?»« Ah bah justement, moi j'aide les entreprises comme toi à faire plus de ci ou plus de ça ou plus de ça. Ah ok, super, bah écoute, on n'a pas besoin de toi en ce moment, mais reviens me voir d'ici 3 mois. » Et c'est arrivé que j'ai signé des clients comme ça, plusieurs mois après, parce qu'ils n'étaient pas assez mûrs sur le moment, mais plus tard, en fait, j'ai planté des graines que j'ai arrosées, parce que je leur repartageais du contenu assez régulièrement pour faire ce qu'on appelle du nurturing. Et derrière, ces cibles-là, quand elles étaient matures, m'écrivaient pour me dire c'est bon, Steve, là, on est prêt, on peut travailler avec toi, on a envie de travailler avec toi sur la partie emailing, sur la partie copywriting, sur la partie création de post LinkedIn, ghostwriting, peu importe. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment de déclencher des conversations. Plus on déclenche de conversations, plus mathématiquement, on a des chances, tout simplement, de trouver des clients et de signer des clients. Pourquoi? C'est comme quand on est, je fais souvent le parallèle entre le dating et le marketing, la vente, enfin ce qu'on fait le freelancing, parce que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes célibataire, c'est pas en restant dans votre canapé que vous allez trouver l'amour. C'est en sortant de chez vous,
en vous promenant, en vous inscrivant dans un club de sport, en allant dans un bar, en allant en boîte de nuit, en vous inscrivant sur des applications de rencontres, en discutant avec vos voisins, en je sais pas, peu importe, mais plus vous multipliez les points de contact avec des potentiels clients, plus derrière vous avez des chances d'en signer. Encore une fois, c'est pas en attendant dans son canapé ou chez soi derrière son ordinateur qu'on va trouver des clients. Donc ça, c'est la quatrième chose à faire, c'est vraiment de déclencher des conversations et pas forcément d'y aller dans un but très vente, pushy si je puis dire. C'est vraiment juste de déclencher des conversations, poser des questions à ses prospects, leur montrer que vous êtes hyper intéressé par ce qu'ils font, et derrière, les gens vont avoir envie de vous discuter avec vous. Derrière, vous pouvez les relancer, leur dire voilà, j'ai vu que tu m'avais pas répondu, bah voilà, peut-être que je peux t'apporter une ressource supplémentaire. Enfin bref, l'idée c'est ça, c'est vraiment de déclencher des conversations pour après discuter avec les gens, leur poser des questions, leur montrer que vos questions sont hyper pertinentes par rapport à leur business. Derrière, ça va attiser un peu leur curiosité et vous pourriez après leur pitcher vos services, leur dire bah voilà, justement, moi je t'ai contacté parce que je trouve que c'est hyper intéressant et en plus de ça, t'as un tout petit truc là, t'as un petit goulot d'étranglement dans ton business que je sais pas si tu es au courant. En attendant, moi je peux t'aider à le régler parce que je suis persuadé que je dis une bêtise, mais ta landing page elle convertit à 2%, alors que je suis sûr que si on fait un petit tweak dessus, on peut passer à 15-20% assez facilement. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on en discute? Juste ça en fait, juste de discuter avec les gens, c'est beaucoup plus humain que de se dire je vais faire de la prospection, c'est beaucoup... Et puis personne n'aime se faire prospecter. Par contre, on aime quand on nous pose des questions, on aime quand on discute, on nous parle de notre projet, on est assez curieux. Ça, les gens, ils aiment en fait. Et c'est ça qu'il faut faire, je pense. C'est sortir de ce prisme, je fais de la prospection hyper dure. Non, on va discuter avec les gens, on leur pose des questions. Oh, tu fais ça comment? Oh, c'est intéressant. Pourquoi tu as fait ça? Ah, ok. Est-ce que tu as déjà considéré mettre ça en place pour ton business? Ah non, bah, je savais pas pourquoi. Parce que justement, si tu mets ça en place, voilà, on fait avancer le niveau de conscience des gens sur leurs problématiques. Et ça se fait en déclenchant des conversations. Donc vraiment, moi, je me suis concentré sur le fait de déclencher des conversations. En tout cas pas au début, j'ai pas fait de call d'email. J'ai vraiment pas fait de call d'email. J'ai juste déclenché des conversations avec des personnes qui avaient un problème, où il y avait un goulot d'étranglement dans leur business, et j'ai déclenché des conversations comme ça. C'est après, en discutant, qu'ils sont venus vers moi pour me dire ok, je veux travailler avec toi. Ça, c'est la quatrième chose. Cinquième chose, c'est ce que je disais juste avant, du coup, c'est de faire des calls, de faire des appels et de démontrer un petit peu mon expertise. Donc, c'est-à-dire, si ça t'intéresse, on pourrait se prendre un petit moment pour discuter la semaine prochaine de ça. Et puis, si tu veux, je te partagerai comment moi j'ai fait ci ou comment j'ai fait ça avec un autre client. Ou alors, j'ai trouvé des idées d'optimisation. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en parle la semaine prochaine? Je mettais toujours en PS, quand je faisais des messages écrits, PS, j'amène les petits lus. Je sais pas, je faisais une petite dose d'humour, même si c'est pas très drôle, mais l'idée c'est que les gens, ça les fasse sourire. Et du coup, derrière, ils étaient hyper intéressés, on faisait des calls, ok, machin. Donc là, je leur posais des questions sur leur business, je les ai avancés dans leur niveau de conscience par rapport au fait que je pouvais les aider. Une fois qu'ils étaient à ce niveau-là, ils me disaient, puis toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, je pitchais mes services. Donc ça, c'était l'objectif. Je faisais peut-être 5 ou 6 calls par semaine avec mes cibles ou avec des gens qui gravitaient autour de mon secteur sur lequel je travaillais, pour que derrière les gens parlent de moi, les gens aussi se disent ok, c'est intéressant, lui on le garde dans le contact parce que plus tard on pourra avoir besoin de lui. Donc vraiment, j'attendais pas, j'étais très proactif, j'y allais, j'attendais pas. Donc faire des calls, c'était obligatoire, et démontrer mon expertise en montrant que je pouvais aider ma cible au téléphone. Ensuite, c'était tout simplement, dès que les personnes revenaient vers moi et me disaient ok, j'ai envie de travailler avec toi, c'est hyper intéressant, tu as l'air de savoir de quoi tu parles, en plus ton positionnement il est intéressant pour nous parce qu'on ne cherche pas un copywriter qui est spécialisé en automobile, on cherchait un copywriter spécialisé dans le BTP, justement, ton profil il est parfait en fait. Donc, une fois que je faisais ça, je closais les gens, donc je dis ok, pas de problème, on peut travailler ensemble, je peux t'apporter ça et ça, est-ce que ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse, combien ça coûte? Je dis une bêtise, ça coûte 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Ok, intéressant. Donc, une fois que je les closais, je prenais toujours 50% d'acompte. C'est-à-dire que trop de freelances veulent travailler avec leurs clients et ils prennent pas d'acompte en fait. Et ce qui se passe, c'est que si la mission elle est un petit peu décalée ou si la mission elle dure un tout petit peu plus longtemps que prévu, et bien en fait t'as pas les fonds. Et en fait, en tant que freelance, notre objectif c'est de faire de l'argent, clairement. C'est pas négatif de vouloir faire de l'argent, c'est l'oxygène de notre business. Donc toujours prendre 50% d'acompte. Un jour j'ai discuté avec un freelance, il me disait ouais et tout, j'ai commencé avec une nouvelle marque et tout, c'est hyper intéressant et tout. Je dis t'as pris un acompte? Bah non, j'ai pas pris d'acompte. Je dis tu sais que cette marque avec qui tu travailles, et j'ai entendu de très mauvaises choses sur elle, apparemment elle paye pas ses prestataires, apparemment elle est en liquidation et tout, donc franchement là t'as abusé. Ah putain, j'aurais peut-être pas dû faire ça et tout. Bah non, en fait prends toujours 50% d'acompte. En plus ça montre aussi que le client il est engagé envers vous, ça montre que le client il a envie de travailler avec vous et qu'il
finalement qu'il est engagé en fait. Et donc pour l'engager, il faut lui demander 50% d'acompte. S'il n'est pas prêt à mettre 50% d'acompte, il ne sera pas prêt à mettre 100% pour vous payer le reste de la mission. Donc toujours prendre au minimum 50% d'acompte. Donc ça, c'est l'étape d'après. Ensuite, l'étape d'après, c'est de surdélivrer la mission. C'est-à-dire que voilà, on remplit notre mission, on écrit, je sais pas, des articles de blog, on fait du copywriting, peu importe ce que vous proposez, du graphisme, du montage vidéo, peu importe, mais à partir du moment où ça c'est fait, on surdélivre. C'est-à-dire que la personne, elle nous paye pour ça, pour ce champ d'action. Moi, j'aime bien donner un tout petit peu plus pour que la personne se dise, putain, j'ai payé pour un gâteau, j'ai eu un gâteau plus la cerise sur le gâteau. J'avais pas prévu d'avoir autant. Et du coup, c'est hyper intéressant. Le mec, il est dévoué, ou la nana est dévouée, elle apporte ce qu'elle a apporté, enfin, elle m'a apporté ce qu'elle avait prévu. Et en plus, elle m'a donné un petit truc qui est hyper intéressant. Alors, je dis pas de travailler pendant 2 jours de plus, loin de là. Juste d'apporter une nouvelle façon de faire, ou un nouvel axe de croissance, ou quelque chose qui apporte de la valeur, en fait, à notre client. Donc ça, c'est surdélivrer. C'est pas on délivre, c'est on surdélivre. Et une fois qu'on a surdélivré la mission, on la livre, donc ça c'est terminé, et on prend les 50% restants à notre client en lui disant voilà, c'est fini, ben, voici la facture de solde, je t'envoie la facture de solde des 50% restants, c'est à payer comptant parce que j'ai pas envie que tu me payes à 30 jours, c'est pas cool, si tu peux me payer tout de suite, c'est cool. Voilà, donc ça c'était ce que je faisais, je surdélivrais les missions, alors bien sûr il y a des missions avec des clients ça s'est mal placé, je dis pas que toutes les missions se sont bien passées, il y a eu des clients avec qui ça s'est pas très bien passé, mais 90% des missions que j'ai faites, ça s'est très bien passé. J'ai tout fait pour surdélivrer et prendre les 50% restants. Donc ça, une fois que c'était fait, je demandais un témoignage client et je crée une étude de cas. Ça aussi, c'est hyper important. Chaque personne à qui on travaille, on lui demande un témoignage client. C'est-à-dire que voilà, tu as été hyper satisfait des résultats. Est-ce que ça te dérangerait de me faire un petit témoignage? Bah, forcément non. Si tu m'as aidé dans mon business à faire plus d'argent, plus de visibilité, plus de trafic, plus de peu importe, bah forcément que j'ai envie de te le rendre, en fait, c'est normal. La collaboration s'est très bien passée, en plus tu as surdélivré, tu m'as apporté la petite cerise sur le gâteau, bah forcément que j'ai envie de te la rendre cette cerise. Donc, je te fais un témoignage client sur LinkedIn, si tu peux m'en faire un aussi sur Malte ou sur Google My Business ou peu importe, ça serait hyper cool. Donc, voilà. Et aussi, est-ce que je peux créer une étude de cas du projet? Parce que voilà, avant le projet, je dis une bêtise, on générait 2 000 €. Après mon passage dans le projet, on génère maintenant 10 000 €. Est-ce que tu es OK que je puisse faire une étude de cas sur le sujet? Ça m'aiderait beaucoup à trouver de nouveaux clients. Voilà. Bah, ton client, il est conscient que bien sûr que ça va t'aider, donc il veut t'aider, il veut te rendre l'appareil. Donc vraiment, témoignage client et créer des études de cas. Donc ça, c'est hyper important de créer des études de cas parce que c'est ce qui va vous permettre de faire levier sur les prochaines missions et d'augmenter vos prix petit à petit. Donc moi je faisais ça, je demandais toujours un témoignage client et des études de cas. Là j'ai regardé, je crois que j'ai 25, alors je ne l'ai pas fait à tous, mais je crois que j'ai 25 recommandations sur LinkedIn de clients. Alors encore une fois, c'est pas à tout le monde, mais je veux dire, quand tu arrives sur un profil et que tu vois que le mec il a 25 recommandations sur LinkedIn, c'est un petit témoignage client, bah, ça rassure en fait. Plutôt qu'il y a une personne qui a zéro témoignage client, bah, derrière on se pose un peu des questions. Alors bien sûr, j'aurais pu en avoir 10 fois plus si j'avais demandé à tous mes clients, si j'avais fait ça comme il faut, mais je veux dire, c'est déjà pas mal. Donc moi, je vous encourage vraiment à demander des témoignages clients à vos clients. Et du coup, de créer des études de cas. Et enfin, la dernière étape, c'est de continuer la mission. Donc c'est-à-dire que, encore une fois, quand je parlais d'apporter une petite cerise sur le gâteau, bah, c'est par exemple de dire au client, bah voilà, j'ai livré la mission, je sais pas, de montage vidéo, de graphisme, de copywriting, ce que tu veux. Par contre, j'ai vu aussi que sur ton business, tu avais un nouveau goulot d'étranglement. Est-ce que tu es au courant? Bah, comment ça? Bah, ici, on a fait ça, ça, ça. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait un autre problème que tu rencontrais maintenant. C'est dans la suite logique de ça. C'est que tu as un autre problème sur ta page de vente, ta landing page, je sais pas, peu importe, ton post LinkedIn. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on en discute? Ah bah putain, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, si tu penses que si on bosse là-dessus, ça va m'aider à faire plus, bah ouais, carrément. Donc là, on trouve une nouvelle idée en fait, une nouvelle idée de mission, et donc ça nous permet de continuer à travailler avec ce même client tout en continuant de lui apporter de la valeur. Et comme on a déjà gagné sa confiance, bah derrière c'est beaucoup plus facile de lui vendre une prestation. Donc soit on continue la mission, soit on vend une nouvelle mission, c'est ce que je disais, ou soit si la personne dit bah écoute non, c'est super, c'est super bien fini, écoute, je trouve que là il n'y a rien d'autre à faire, on a terminé la mission. Ok, pas de souci, bah merci beaucoup, en tout cas c'est super sympa de travailler avec toi. Du coup j'ai une petite requête, est-ce que tu pourrais pas me faire une petite introduction dans ton réseau? Parce que en ce moment je cherche des clients, je suis en train d'essayer de faire grandir mon activité de freelance. J'imagine que tu as un gros réseau, donc là c'est pareil, le mec il se sent un petit peu flatté. Tu as un gros réseau, voilà, tu es un entrepreneur un peu à succès, donc forcément tu dois connaître du monde. Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un que je pourrais aider moi aussi à mon tour pour l'aider à faire X, Y, Z? Point d'interrogation.
Bah écoute, comme ça je sais pas, je peux en parler autour de moi. Bah écoute, ouais, si tu peux en parler autour de moi, ce serait super sympa de me faire une petite passe décisive. Moi ça m'aiderait beaucoup, voilà, voilà. Et donc en fait l'idée c'est ça, c'est d'avoir un client et de se dire que je change pas, enfin je dois pas en retrouver un autre par moi-même, j'utilise son réseau à lui pour trouver un autre client. Et ça, moi, ça m'a aidé énormément de fois en fait de se dire, plutôt que de repartir à la chasse au client, bah non, je me sers du réseau de mon client parce qu'il est satisfait de moi. En plus, il va me faire une intro à son réseau. C'est beaucoup plus simple de travailler avec une personne de son réseau parce que logiquement elle a sa confiance, donc c'est beaucoup plus simple de la signer à des prix plus intéressants plutôt que d'aller chercher une personne à froid qui ne vous connaît pas, qu'il faut montrer à cette personne par A plus B que vous pouvez l'aider. Vous n'avez pas le pricing power, c'est-à-dire que vous n'avez pas la puissance de vente, de pricer des prix intéressants parce que voilà, encore une fois, la personne ne vous connaît pas. Alors que là, si la personne, votre prochain client vient d'une intro, c'est beaucoup plus simple de signer de cette personne et derrière de générer plus de business pour votre activité. Donc encore une fois, soit on continue la mission parce qu'elle doit être amenée à continuer parce que ça peut être du recurring, ça peut être plein de choses, ou soit on vend une nouvelle mission parce que c'est de nous-mêmes en fait. C'est pas on attend que le client nous dise quoi faire, non, on n'est pas des freelances exécutants, on est des freelances consultants. J'aime bien différencier les deux. Consultant, on réfléchit aussi, on n'est pas juste dans l'exécution. Donc je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais amener de plus à mon client grâce à mes compétences. Et du coup, je lui en parle, je dis voilà, tu savais que ça, tu pouvais faire ça. Ah bah ouais, j'avais pas pensé, c'est hyper intéressant. Et bah justement, ce que je te propose, c'est que moi je m'en occupe, à moins que tu aies quelqu'un en interne. Ah bah non, j'ai personne en interne. Bah ce que je te propose, c'est que je m'en occupe. Ça t'intéresserait? Ouais, bah tu peux me faire un devis, bah ça coûte entre 3 et 4 000 euros, c'est bon pour toi? Ok, ça marche. Donc là, on trouve une nouvelle idée de mission. Ou alors, s'il n'y a pas moyen de trouver une nouvelle idée de mission, on demande une introduction à notre client, lui disant voilà, est-ce que tu connais des gens que je pourrais aider? Parce que tu as un gros réseau, tu as déjà créé un business, j'imagine que tu connais beaucoup de monde, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un que je pourrais aider? Donc voilà. Donc voilà un petit peu comment je vais faire pour faire 4 400 euros par mois pour ma première année en tant que freelance. J'ai vraiment suivi ce process étape par étape pour justement générer 53 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui représente 4 400 euros par mois. Si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Juste pour remettre en contexte, je suis une personne lambda, j'ai pas fait d'études de commerce, j'ai pas le bac, je viens d'un petit village, j'ai acheté mon premier ordinateur le jour où je me suis lancé en freelance, j'avais pas d'ordinateur jusqu'à mes 25 ans, donc je suis vraiment la personne la plus lambda qui soit. Donc encore une fois, si vous pouvez le faire, je peux le faire. Donc en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura montré que c'est possible d'y arriver, et il n'y a pas besoin de faire des grandes études de commerce, il faut juste avoir un petit peu de motivation et se dire comment je peux prendre les choses étape par étape pour arriver à signer plus de clients, à garder ses clients, à renouveler un petit peu ce portefeuille client et derrière avoir une activité qui se trouve. Donc voilà.